sûr, c'est que Claire illustre parfaitement comment entreprendre est un état d'esprit permanent qui oscille entre le développement, l'équilibre, la persévérance, l'envie, l'engagement et le devoir de décision. Après 13 ans passés dans les grands groupes, Claire décide avec son papa de reprendre la marque le phare de la baleine. Une grande aventure entrepreneuriale qui commence avec ses bons et ses moins bons moments. Et c'est ce qu'elle va nous raconter. Voilà, bienvenue Claire. Merci Charlotte. J'ai la pression et tu viens de gonfler mes chevilles d'un coup. Donc, merci Charlotte, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Je suis super stressée, je vais essayer de me détendre. Donc, je suis Claire Masson, j'ai 43 ans, je suis lyonnaise d'adoption, mais alsacienne dans le fond. Je suis maman d'un petit garçon de 12 ans et d'un petit teckel, qui, de par sa forme de saucisse, doit avoir lui aussi un rapport avec l'Alsace. J'ai un parcours professionnel de 13 ans, comme l'a dit Charlotte, dans des grands groupes, dont Adidas. 11 ans chez Adidas. J'ai pris une direction commerciale d'une PME dans la chaussure ensuite. Et en 2015, j'ai tenté cette expérience que vient d'évoquer Charlotte en reprenant avec mon père une marque à la barre du tribunal. Il s'agissait d'une marque de prêt-à-porter qui s'appelait le phare de la baleine. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. C'est une marque qui avait plus de 20 ans, qui avait connu ses heures de gloire et ses heures un peu plus sombres ensuite. C'était une marque de qualité qui proposait du textile féminin sur un positionnement sportswear chic, bord de mer. La marinière était le produit phare et la marque déclinait ses collections sur l'univers de la femme, mais aussi de l'enfant, du bébé et du linge de maison, décoration, etc. Depuis 2015, début 2015, quand on a repris, elle faisait péniblement 3 millions de chiffre d'affaires, avec un parc de 20 magasins en propre, plus 20 magasins en commission affiliation, donc ça c'est comme des franchises, ainsi qu'un réseau d'agents commerciaux qui visitaient les magasins revendeurs multimarques. Après quelques mois sous assistance respiratoire, le tribunal de commerce a décidé d'acter le dépôt de bilan de la société, ouvrant la porte à d'éventuels repreneurs qui auraient l'envie folle de récupérer la marque, les points de vente et les 30 salariés qui la composaient à ce moment-là. Excusez-moi, j'ai besoin de lire en même temps. Je n'ai pas réussi à tout apprendre par cœur. Vous l'aurez compris, nous avons été les heureux gagnants, moi et mon père, adossés à notre société familiale qui était spécialisée dans la logistique. C'est de cette expérience dont je viens vous parler aujourd'hui en apportant mon modeste témoignage. Alors, je me suis posé la question de la légitimité que je pouvais avoir à venir vous parler aujourd'hui, sachant que je n'ai pas beaucoup de points communs avec vous. Vous sauvez des chiens, des chats chaque jour, et moi, je n'ai même pas réussi à sauver une baleine. Donc là, je vous ai spoilé la fin, c'est un peu moche, je suis désolée. Mais il semblerait qu'il y ait un point commun entre mon aventure du phare de la baleine et votre quotidien dans vos cliniques, à savoir le fait de devoir prendre des décisions. Des décisions, j'en ai prises pas mal dans cette aventure qui aura duré 4 ans, parfois dans des domaines que je ne maîtrisais pas à la base, voire pas du tout. Certaines décisions étaient évidentes, d'autres étaient difficiles à prendre, difficiles à assumer. Certaines ont été payantes et d'autres un peu moins. Alors la première décision à prendre dans cette histoire, c'était d'y aller ou pas, de déposer un dossier de reprise auprès du tribunal ou pas. Alors pour le coup, j'avais décidé de ne pas y aller. Je trouvais que la démarche de reprendre une marque en difficulté, c'était une vraie connerie. C'était la seule décision de l'histoire que je n'ai pas prise, puisque c'est mon père, entrepreneur un peu fou et sans limite, qui l'a prise pour nous, à la suite d'échanges houleux et musclés, où il me reprochait d'avoir peur et de manquer d'ambition. Le tribunal nous a élus, parmi les autres candidats repreneurs, car notre offre était celle qui reprenait le plus de salariés. Au lendemain de cette victoire à la barre du tribunal, j'ai compris que la barre du navire qui prenait l'eau était entre mes mains, avec 30 personnes à son bord. Le début d'une belle aventure pour une Alsacienne qui n'a franchement pas le pied marin. Alors comment prendre une décision ? Avant de prendre toute décision, il me paraissait important de comprendre pourquoi et comment la marque en était arrivée là. Alors j'ai pris ma voiture, j'ai sillonné la France
Et je suis partie à la rencontre des responsables des boutiques, des agents commerciaux, des affiliés, des clients. Et puis j'ai mis mon nez dans les archives de la marque pour comprendre son histoire. J'ai énormément appris en quelques semaines. Chaque jour, je découvrais une nouvelle façon de faire qui suscitait en moi l'étonnement, l'incompréhension, voire le fou rire. Nerveux, le fou rire, souvent. Alors ça entraînait deux réactions à chaque fois. D'un côté, c'était « Mon Dieu, mais s'ils ont fait comme ça jusqu'à maintenant, on ne va jamais y arriver. » Et de l'autre côté, « Waouh, s'ils ont fait comme ça et qu'on fait autrement, on va tout péter. On ne peut que réussir. » Après des semaines d'observation, le constat était assez clair. C'était vaste. Alors il y avait une force de vente qui n'était pas vraiment adaptée. On avait des doublons d'agents commerciaux sur certains secteurs. On avait des agents qui n'étaient pas performants, avec des secteurs très faibles en termes de chiffre d'affaires. On avait des historiques avec des conflits entre les agents et les dirigeants. Et puis des contrats d'agents qui n'étaient pas propres, qui étaient faits selon le degré de copinage avec les dirigeants. Ensuite, on avait un réseau d'affiliés non cadrés. Donc les affiliés, pour comprendre, c'est comme des franchises. C'est des gens qui ouvrent une boutique avec l'enseigne Le Phare de la Baleine. Donc tout est aux couleurs du Phare de la Baleine à l'intérieur, y compris les produits, forcément. Par contre, c'est leur société, d'accord ? Et ils touchent un morceau du chiffre d'affaires. On se partage le chiffre d'affaires. Donc le réseau d'affiliés qui n'était pas cadré, il y avait des marques. On a découvert qu'il y avait une marque concurrente à la nôtre dans les boutiques, alors qu'il y a marqué Le Phare de la Baleine au-dessus. Des affiliés qui avaient du poids parce qu'ils râlaient plus fort que d'autres. Ce n'étaient pas forcément les meilleurs qui râlaient le plus fort. Et des affiliés qui étaient souvent des anciens revendeurs multimarques que les agents avaient passés en commission affiliation, tout simplement pour être commissionnés sur un chiffre d'affaires plus important. Donc là aussi, ce n'était pas forcément une bonne stratégie. J'espère que je ne vous perds pas trop sur des termes un peu techniques qui ne sont pas forcément du monde vétérinaire, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Ensuite, il y avait des boutiques en propre, donc nos boutiques qui étaient laissées à l'abandon complètement. On avait certaines responsables de boutiques qui étaient en poste depuis 15, 20 ans parfois, qui n'avaient jamais été visitées par les anciens dirigeants. Elles étaient livrées à elles-mêmes totalement. Certaines boutiques étaient loin d'être rentables, avec un chiffre d'affaires faible pour un loyer élevé. Et parfois étaient ouvertes 4 à 5 mois de l'année parce que l'essentiel de nos boutiques était sur le bord de mer, donc du Touquet à Saint-Jean-de-Luz, en passant par La Baule, Quiberon, l'île de Ré. Donc ça ne vend pas toute l'année à l'île de Ré. C'est l'inconvénient. Des contrats de travail qui n'étaient pas cadrés et des rémunérations qui n'étaient pas les mêmes d'une responsable à l'autre, et qui n'était une politique de rémunération qui était en aucun cas motivante par rapport à la motivation qu'elles avaient et ce qu'elles donnaient dans leur magasin pour que ça fonctionne. Ensuite, il y avait une image de marque qui était détériorée, forcément. La marque avait perdu son identité, il n'y avait plus de positionnement clair au moment où on l'a reprise. Il était assez loin, en fait, le bord de mer. 4 ou 5 logos différents en fonction des supports, un site web qui était fait par un copain des dirigeants, qui devait être un bon copain, mais pas un bon webmaster. Un parc fournisseur qui n'était pas adapté, il y avait énormément de fournisseurs, beaucoup trop par rapport au petit volume qu'on faisait à ce moment-là. Des quantités étaient minuscules chez chaque fournisseur, donc on n'avait aucun pouvoir de négociation. Et on avait des agents d'usine italiens qui m'emmenaient chez les fournisseurs chez qui ils avaient un intérêt à m'emmener, mais c'était souvent pas le mien en fait. Les rétrocommissions à l'italienne. Bref. Et pour finir, aucune cohérence en termes de collection. Donc des produits intégrés dans la gamme, on ne sait pas pourquoi. On comprend rapidement que les dirigeants étaient tellement perdus en fait dans la construction de leur gamme qu'ils mettaient dedans tous les produits qui leur avaient été demandés par les agents commerciaux, perdant ainsi la main sur l'ADN de la marque. Donc c'est vraiment en observant, en écoutant, en comprenant l'histoire et l'historique en fait de chaque situation que je pouvais avoir des indicateurs solides qui me permettaient alors de prendre mes décisions. J'espère que je ne vous ai pas encore perdu. Puis je me suis appuyée ensuite sur l'expérience et les pratiques enseignées chez Adidas. Adidas, bonne boîte allemande, où tout est carré, il n'y a rien qui dépasse. On m'a appris à me fixer un objectif logique, mettre les moyens adaptés en place pour atteindre cet objectif.
On m'avait appris qu'une marque, c'était un logo avec un positionnement clair, un ton de communication clair pour une cible définie sur un marché précis. Donc pour résumer, mes décisions, je les ai prises en utilisant ces 4 outils. En fait. Le premier, c'est vraiment l'analyse de la situation et la compréhension de la situation. Les méthodes et les réflexes que j'avais acquis dans mon expérience professionnelle, et notamment chez Adidas. Du bon sens, beaucoup de bon sens, et un petit peu de feeling, j'avoue. Alors mes décisions, j'y arrive, je les ai prises avec plus ou moins d'assurance, de doute, de peur. J'ai pris toute une série de décisions dès le début de cette aventure, mais chacune de ces décisions a suscité différentes émotions. Je suis assez dans l'émotion, en fait, aujourd'hui. Par contre, elles avaient toutes un point commun en termes d'émotion, c'était la peur. La peur de se vautrer, la peur de mal faire, la peur des conséquences de chacune de ces décisions, la peur de faire couler le navire encore plus vite que ce qui n'avait déjà commencé à couler. Alors, c'est avec beaucoup d'auto-persuasion que je me suis lancée. Méthode Coué, je ne sais pas si vous connaissez. Je vais bien, tout va bien et ça va le faire. Hop, pardon. Alors, dans l'ordre, les agents commerciaux. Le premier truc que j'ai attaqué, j'ai décidé de me séparer de certains agents dès le début pour en recruter d'autres. On rejoint la première intervention de ce matin. À chaque arrêt de contrat, on doute, je doute. Était-il si mauvais finalement ? Était-il vraiment mauvais ou était-ce la marque qui n'était pas bonne ? En quel cas, c'était plus ma faute que lui. Et surtout, est-ce que son remplaçant, celui que je vais recruter sera meilleur que lui ? Je ne sais pas. Il n'y avait qu'en avançant qu'on pouvait le savoir. Alors j'ai avancé. Go. Les boutiques, j'ai décidé de fermer rapidement quelques boutiques, 2 ou 3 dans un premier temps, qui n'étaient pas rentables. Je me suis appuyée sur les chiffres, le chiffre d'affaires, le montant du loyer, le potentiel de chacune des villes concernées. En bref, un raisonnement assez mathématique dans cette prise de décision-là. Mais cette décision entraînait mathématiquement d'autres conséquences. Une fermeture de boutique, c'est un licenciement, ou 2. Donc ça entraînait la perte d'emploi pour des personnes qui avaient parfois donné 15 ans de leur vie à la marque. Émotion. Parallèlement, j'ai décidé de réunir toutes les responsables de boutique 2 fois par an, de les former, de les impliquer dans l'évolution de la marque, de les écouter en leur donnant de la voix, car elles étaient les meilleures pour savoir ce que nos clientes voulaient ou ne voulaient pas. Elles se sentaient enfin impliquées. La première fois de leur vie qu'on les sortait de leur boutique pour les ramener à Paris. Il faut imaginer le truc. Elles se sentaient enfin impliquées, avaient le sentiment de participer à une aventure et non plus juste d'aller travailler dans un point de vente dans lequel elles travaillaient depuis 10 ou 15 ans. Elles étaient motivées par un objectif précis, du coup, celui de redonner vie à cette marque. Et sincèrement, ça tombait plutôt bien parce que c'était mon objectif à moi aussi. Les affiliés, je me fais juste une pause technique, excusez-moi. Les affiliés, donc les franchisés, comme les franchises dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai décidé de monter le ton avec eux, avec tous ceux qui ne jouaient pas le jeu, qui avaient intégré des marques concurrentes dans leur boutique, alors qu'ils avaient lancé une phare de la baleine au-dessus de la porte. Donc là, ça veut dire courrier d'avocat, ça veut dire passage d'huissier pour constater, ça veut dire lettre de mise en demeure. J'ai décidé de montrer les crocs dans l'intérêt de la marque et par respect pour tout le travail qui était fait et tout l'investissement que nous faisions à côté pour redéployer la marque. Les relations se sont tendues et sincèrement, j'ai horreur du conflit. Je ne sais pas gérer le conflit. Je suis donc allée vers un chemin désagréable qui a entraîné là aussi des conséquences. Ceux avec lesquels la relation était trop tendue sont partis, et quelque part tant mieux. Et les autres ont pris conscience que la marque était maintenant prise en main et suivait un chemin clair et précis. Et du coup, ça les rassurait, voire les motivait. Donc c'était une bonne décision. Ensuite, les fournisseurs dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai décidé de diviser le parc de fournisseurs par 3, en passant d'une 30aine de fournisseurs à moins de 10 entre l'Italie et le Portugal.
C'est sans doute la décision sur laquelle j'étais le moins à l'aise, car je ne me sentais pas du tout légitime. J'avais travaillé dans le commercial, dans le marketing, dans mes expériences professionnelles précédentes, mais je n'avais jamais travaillé dans le sourcing. Jamais. C'était la première fois que je mettais les pieds dans des usines. Alors je me suis appuyée sur mon bon sens et ma logique. Nous ne pouvions être que plus forts en travaillant avec moins de fournisseurs et en concentrant les volumes qui, du coup, seraient plus importants individuellement chez chacun des fournisseurs. Cela entraînait des meilleures relations avec les fournisseurs choisis, des plus gros volumes chez eux, des négociations plus faciles et à l'arrivée un gain de temps énorme pour mon équipe, les gens qui géraient tout le suivi de production. Ensuite, le positionnement de la marque, j'ai décidé de créer un logo, un seul, une charte graphique, une seule, à la Adidas, à l'allemande, des nouveaux visuels plus actuels, en faisant appel à une photographe qui savait faire. J'étais persuadée qu'il était nécessaire de rajeunir l'image de cette marque de plus de 20 ans, un petit peu poussiéreuse à ce moment-là. Cette décision laissait moins de place au doute, pour ma part, car j'étais sur un terrain que je connaissais. Les équipes appréciaient ce repositionnement en termes de communication et redoublaient de motivation et d'énergie, car elles sentaient l'histoire évoluer dans le bon sens. Et quand les autres vous suivent et vont dans le bon sens, on se sent moins seul. Et donc on se sent plus fort. Ensuite, les collections, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est sur ce sujet-là que j'ai pris les décisions les plus fortes et les plus lourdes de conséquences. Pour que vous compreniez, puis vous me dites si je vous emmène un peu trop loin, il y avait 500 références sur une collection femmes sur une saison. Il y a 2 saisons par an. Ça faisait plus de 1000 références par an juste sur la femme, le textile femme. C'était énorme. Chaque saison, j'avais réussi à diminuer un petit peu cette quantité qui était énorme. Et au bout de 2 ans, j'ai voulu prendre une décision forte. J'ai décidé de passer sur une collection de 60 références. Par contre, 60 références fortes, concentrées sur l'ADN de la marque, sur des produits qualitatifs, déclinés dans plein de couleurs derrière. Mais c'était quand même une diminution de collection qui était plus que conséquente. Cela me permettait d'avoir une offre plus claire qui aidait à repositionner la marque. Ça me donnait une profondeur de quantité par référence auprès des fournisseurs, donc des meilleurs prix. Un gain de temps énorme pour notre équipe, et puis un gain d'argent aussi, parce que les échantillons, ça coûte un bras. Voilà. J'ai pris cette décision seule, mais pour le coup vraiment seule, et contre tous. Et j'ai présenté cette nouvelle collection réduite à nos agents commerciaux qui m'ont hurlé dessus, qui m'ont dit que j'étais suicidaire. Je suis restée droite dans mes bottes, car persuadée que mathématiquement, mon raisonnement était bon et que cela faisait maintenant des années qu'on nous reprochait le manque de clarté de notre offre, qu'on nous disait que la marque s'était perdue. Tous mes agents m'ont annoncé qu'ils allaient réaliser un tiers de leur chiffre d'affaires, et faire comme ça. Rappelons qu'ils sont un peu payés à la com sur le chiffre d'affaires. J'ai tenu bon, même si je n'en menais pas large, un peu là, comme là, tout de suite devant vous. Non, c'était plus dur. Seule face à ces mecs plein d'expérience qui vous crient dessus. Alors, la conclusion, après 2 mois de tournée terrain, les agents me délivraient un chiffre d'affaires en augmentation par rapport à l'historique. Pas énorme l'augmentation, mais une augmentation avec seulement 60 références, c'était vraiment une performance. C'était donc la bonne décision. Et finalement, avec le recul, cette peur et ce doute, est-ce que c'était vraiment les miens ou est-ce que c'était tout simplement ceux des agents que j'avais en face de moi qui me transmettaient leurs peurs et leurs doutes? Vous avez 4 heures. Question philo. Les décisions que j'ai pu prendre tout au long de cette aventure ont toutes été plus ou moins difficiles à prendre, selon l'impact qu'elles avaient, le risque qu'elles portaient et les conséquences qu'elles entraînaient. Mais finalement, j'en regrette aucune. Dans le sens où, en regardant dans le rétroviseur, je me dis que chaque décision que j'ai prise était finalement la bonne au moment où je l'ai prise et avec le niveau d'info que j'avais à ce moment-là. La dernière décision, la toute dernière, c'est la plus difficile à prendre et à mettre en œuvre, et c'est finalement ce que j'appellerais une non-décision. Ce n'est pas la décision que l'on prend par manque de courage
ou qu'on préfère remettre à plus tard par confort ou par peur. Je parle de la décision qui s'impose comme une évidence, mais qui ne va pas dans le sens de ce que vous souhaitez. Dans mon cas, ça a été la décision, ou la non-décision, de mettre fin à cette aventure, au bout de 4 ans, à peu près. Effectivement, au bout de 4 ans d'aventure, fin 2018, nous avions monté le chiffre d'affaires à 10 millions d'euros. Donc on avait quand même triplé en 4 ans sur un marché difficile. Mais malgré ça, on perdait encore beaucoup d'argent. Il aurait fallu tenir encore quelques années, mais le coût du retail des boutiques était lourd. Et le marché du textile n'était franchement pas des plus prometteurs. C'était avant les gilets jaunes et le Covid, donc on est plutôt bien vu sur ce coup-là. La non-décision a donc été prise de déposer le bilan ou de céder la marque. On a choisi de céder la marque. Je me suis donc retrouvée fin 2018 à fermer les boutiques une à une, à licencier les responsables de boutiques du mieux que je pouvais, à stopper les contrats d'agents de la manière la plus smart qui soit, à stopper les contrats des affiliés aussi de la meilleure manière, à vendre les fonds de commerce quand je pouvais les vendre, parce que certains ne valaient pas grand-chose. Du coup, je les ai donnés. À annoncer l'arrêt à mes fournisseurs qui avaient fait tant d'efforts sur les dernières années, et à licencier les personnes qui m'avaient suivi depuis le début. Ma directrice commerciale, ma chargée de production, ma comptable, ma styliste. C'est des gens qui s'étaient donnés corps et âme pendant 4 ans dans cette aventure. C'est cette non-décision qui fait le plus mal et qui entraîne le plus d'émotions. La colère d'en arriver là, la honte de ne pas avoir réussi à rendre l'histoire rentable, les regrets, j'aurais pu faire mieux, plus vite, plus tôt, j'aurais pu prendre des décisions plus vite, la culpabilité face aux gens qu'on licencie, la tristesse de cet échec et la peur de la suite. Qu'est-ce que je vais faire moi après ça? Grande question. Mais là aussi, l'assurance de faire le bon choix ou le non-choix, afin de stopper l'hémorragie et de ne pas prendre le risque de faire boiter notre société familiale, la société de logistique à laquelle ma société a été adossée. Donc nous avons fini par céder la marque à un groupe de déstockage, ça ne fait pas rêver, début 2019. Clap de fin. Mais je n'ai pas fini. Le phare de la baleine aura été un échec d'un point de vue financier, mais aura été une expérience de vie, une expérience professionnelle, une richesse incroyable. Malgré la déception de ce clap de fin, je n'avais qu'une seule envie, recommencer, mais en réussissant cette fois-ci. Je crois que j'avais un besoin d'adrénaline, un besoin de revivre une histoire à fond, peut-être un besoin à nouveau de décider, puisque c'est le thème aujourd'hui. Je me fais une petite pause, et promis, c'est la dernière. Vous pouvez faire pareil. La suite du phare de la baleine. Alors, il se trouve que j'ai eu ma dose d'adrénaline dans les mois qui ont suivi, mais dans un autre registre, vraiment bien différent. Alors, je vais rajouter ça à mon histoire pour 2 raisons. La première, c'est que je suis bavarde et que je suis bien incapable de respecter le timing qu'on m'a donné. C'est pas vrai. J'ai chronométré hier soir, je crois que ça doit le faire. Et la deuxième, c'est parce que je pense que la suite va bien illustrer également la décision et la non-décision dont je vous parlais à l'instant. Le 22 juillet 2019, 6 mois après la session du phare, on m'apprend de manière froide et brutale que j'ai un cancer de l'estomac à 40 ans, à l'aube de mes 41 ans. C'est un adénocarcinome dans le haut de l'estomac, je vous parle technique parce que vous êtes quand même médecin, qui avait franchi 3 couches de l'estomac, une version agressive qui ne laissait pas présager une belle histoire comme celle que je cherchais pour la suite. Je vous parle de ça parce qu'à ce moment-là, on ne décide de rien. On m'a expliqué que c'était grave, qu'il fallait rentrer dans un parcours compliqué, de chimio particulièrement lourde, parce que j'étais jeune et que la tumeur était agressive. Et puis on m'a expliqué que cela passerait par une chirurgie lourde, à savoir l'ablation totale de mon estomac. Alors, je vous ai dit que j'étais alsacienne au début. Je vous laisse imaginer ce qui se passe dans la tête
une Alsacienne fan de bouffe et de picole quand on lui dit qu'on va lui enlever l'estomac. Ce jour-là, on décide de rien, si ce n'est de rentrer chez soi, d'annoncer ça à son mari, de ne pas l'annoncer à son fils qui va fêter ses 10 ans dans quelques jours. Après une semaine d'examen supplémentaires de toutes sortes, on vous donne les options qui n'en sont pas. 2 jours plus tard, on vous pose le cathéter à chimio et 15 jours après, on démarre la chimio, en vous laissant juste le temps de fêter votre anniversaire en espérant que ça ne sera pas le dernier. Après avoir décidé pendant 4 ans dans mon aventure du phare de la baleine, ce jour-là, je ne décide de rien. Alors j'ai questionné les médecins pour connaître mes options. Il n'y en avait pas, hein. J'ai posé la question quand même. Les réponses étaient assez claires. Sans chimio, la tumeur va continuer à se développer, les cellules sont déjà dans le système sanguin. Et deuxièmement, garder votre estomac à cet âge-là et dans ces circonstances-là, c'est suicidaire. C'est suicidaire. Ça me rappelait les remarques des agents commerciaux 2 ans avant, qui m'avaient dit que j'étais suicidaire. J'avoue que sur ce coup-là, je n'arrivais pas trop à faire la méthode Coué et l'analyse mathématique que j'avais eue sur les collections et les agents, j'arrivais pas à la faire dans ce contexte-là. Bref, c'était un non-choix, une non-décision. Alors, j'ai décidé. J'ai décidé de faire ce que les médecins avaient décidé pour moi. Elle est facile, cette prise de décision, j'avoue. Et ensuite, j'ai surtout décidé de me battre pendant des mois de chimio qui m'ont pris mes muscles, mes cheveux, ma force, tout, en fait, mon corps. J'ai décidé d'accepter ce qui m'arrivait, pas tout de suite, hein. Ça prend un petit peu de temps. Et j'ai décidé d'accepter cette option de vivre sans estomac. J'ai décidé que ce que je ne pourrais pas manger aujourd'hui, je le mangerai demain. Et avec le temps, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai surtout décidé d'embarquer tous mes amis et ma famille dans ce combat et de faire la fête du siècle à la sortie du tunnel. Et je vous jure, je l'ai faite, mais du high level, sur 3 jours, entre 2 confinements. Aujourd'hui, j'ai gagné. Cette victoire est la plus belle des histoires qui compense bien la défaite du phare de la baleine. Mes décisions et mes non-décisions ont été les bonnes, celles des médecins aussi. Ma conclusion de cette histoire, pour avoir été dans des situations de décision et de non-décision, que ce soit dans l'aventure professionnelle comme dans l'aventure personnelle que je viens de vous raconter, j'en arrive à la conclusion que je pense qu'il faut considérer la prise de décision comme un luxe. Pouvoir décider est une chance. Et prendre une décision est une manière de transformer cette chance en quelque chose qui permet d'avancer. Les non-décisions sont subies et ne viennent souvent pas de nous, mais les décisions viennent de nous et nous appartiennent. C'est ma conclusion. Alors, je vous souhaite à tous de prendre de belles décisions pour vos cliniques, votre organisation, votre quotidien et votre vie en général, votre avenir. Dès lors qu'elles viendront de vous, elles seront les vôtres et donc elles seront les bonnes. De mon côté, j'ai décidé de trouver une boîte ou une marque de mes rêves. Je suis entourée depuis quelques mois par une équipe spécialisée dans l'accompagnement de repreneurs d'entreprises et je suis donc en recherche active. Alors, à bon entendeur, si vous entendez parler de quelque chose, comme dirait mon fils, je me ferai un grand plaisir de vous donner mon 06. Merci beaucoup.